Bonjour à tous, on va maintenant commencer le chapitre suivant qui est sur le fédéralisme fiscal et donc c'est la théorie de la décentralisation. Nous avons vu quand même beaucoup de choses jusqu'à présent, nous avons parlé énormément des échecs de marché et les échecs de marché que nous avons vus, par exemple dans le cadre du marché de soins de santé, c'était la manque d'information. Nous avons vu les biens publics et nous avons vu quoi dans le bien public? Nous avons vu dans le bien public que si on laisse les individus à prendre une décision par eux-mêmes, donc par un système comme le marché, nous pouvons nous trouver dans une situation où nous n'aurions pas de bien public. Nous avons vu également une troisième sorte d'échec de marché qui était les externalités. Donc en présence des externalités, nous avons quoi? Nous avons que le marché n'arrive pas à internaliser les externalités et donc par exemple dans le cas où une entreprise produit une externalité négative à la production, donc par exemple la pollution, cette entreprise va produire trop de quantité. Et donc ça, évidemment, ce sont des signes d'échec de marché. Donc si on laisse les marchés, ils n'arriveront pas à résoudre les problèmes. Le système de soins de santé va s'effondrer, nous n'aurions pas de biens publics et tout le monde va polluer. Alors qu'est-ce que le fédéralisme fiscal vient faire ici? Donc on va aborder la théorie de la décentralisation. Voir comment est-ce que la décentralisation peut éventuellement résoudre ce problème d'échec de marché. Est-ce qu'on y arrive? Donc en tout cas théoriquement oui, dans le pratique c'est un peu plus ambigu. Et donc c'est ça qu'on va étudier ensemble. Le fédéralisme fiscal, c'est quoi finalement? C'est la répartition de la collecte des revenus, d'accord, et des responsabilités en termes de dépenses parmi les différents niveaux du gouvernement. Donc, nous avons de l'argent qui arrive dans les caisses de l'État, et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On aimerait bien voir si nous donnons cette responsabilité aux autorités locales à dépenser. Ou alors, tout simplement, lorsque les taxes arrivent, ils vont directement, par exemple, dans l'État fédéral, directement, par exemple, s'il s'agit de la Belgique, dans les fonds des régions et des communes, etc., etc. Donc, on ne doit pas forcément payer l'État fédéral qui va venir les dispatcher. En fait, chaque niveau de gouvernement peut avoir sa propre collecte de revenus. Mais en tout cas, in fine, on est en train de dire quoi? C'est que la plupart des pays ont un gouvernement central, d'accord? Les États-Unis, par exemple, c'est l'État fédéral qui est le gouvernement central, et puis nous avons les différents États. Idem, ici en Belgique, nous avons le gouvernement fédéral, et juste en dessous, nous avons les régions, et puis les communes, etc. etc. Donc oui, la configuration de la Belgique, c'est quoi? Nous avons le gouvernement fédéral, et puis nous avons les gouvernements des communautés et régions, et en dessous de cela, nous avons des gouvernements qui sont provinciaux et locaux, les communes, etc. D'accord? Provinciaux, la Flandre et la Wallonie sont chacune subdivisées en 5 provinces, et on sait que la région RBC est, elle, divisée en 19 communes. Donc ça, c'est par échelon, donc le niveau le plus centralisé, et on arrive au niveau le plus décentralisé. Donc la théorie du fédéralisme fiscal nous explique pourquoi on doit avoir différents niveaux de gouvernement. Alors le gouvernement central, donc c'est ça qui est vraiment particulier, c'est que le gouvernement central peut choisir librement tous les instruments de taxation qu'il souhaite. Et il peut évidemment faire toutes les dépenses qu'il a envie. Mais en général, ce qu'on remarque, c'est que le gouvernement central, très généralement, se concentre sur la défense nationale, la provision des lois et de la justice, les grandes infrastructures et les paiements des transferts, sécurité sociale, chômage, etc., etc. Et on peut même ajouter, si vous voulez, je ne sais pas moi, la banque centrale de chaque pays
ont vraiment le pouvoir de créer la monnaie à l'intérieur d'un pays. Et donc, on estime que c'est plus intéressant d'avoir la monnaie nationale plutôt que d'avoir différentes monnaies au niveau local, au niveau communal, au niveau des régions, etc. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Et nous constatons que les gouvernements locaux, eux, ils fournissent des services tels que la collecte des déchets, la gestion des espaces verts, les pompiers et la police, d'accord? Et on a envie de comprendre qu'est-ce qui fait que le gouvernement central se spécialise dans la production de biens publics qui sont différents de ceux des gouvernements locaux, et pourquoi est-ce qu'on a besoin des gouvernements locaux? Juste pour vous dire que on peut, en fait, avec la théorie du fédéralisme fiscal, comprendre l'architecture de l'Union européenne. La problématique du fédéralisme fiscal, c'est pas seulement limité à la structure gouvernementale au niveau national, mais on peut la voir au niveau supranational. Donc nous constatons quoi? Nous constatons que, en fait, on a un fédéralisme fiscal assez particulier en Europe, c'est que les nations ont donné un pouvoir à une structure qui est au-delà d'eux, donc la Commission européenne, l'Union européenne, qui vient diriger certaines politiques. Politique de concurrence, politique, par exemple, si on est dans la zone euro, nous avons donné la responsabilité de la politique monétaire à la Banque centrale européenne, etc. Et ça nous intéresse, ça. Donc c'est un sujet qui est très intéressant à étudier.